Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouvel épisode spécial de Questions d'actu qui se trouve donc aujourd'hui à Tanger pour les Meddays, 17e édition de ce forum des Meddays organisé par le think tank marocain Amadeus, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors pendant 4 jours, beaucoup de panels, de discussions, de rencontres se sont succédés pour débattre de sujets d'actualité, justement, parce que au Meddays, eh bien, le Maroc ne se contente plus d'observer le monde, il le façonne, le royaume accélère sa stature de hub, que ce soit entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Orient et l'Occident, mais aussi entre les pays africains et l'Atlantique. Ce leadership ne se mesure plus seulement en infrastructure, il se joue aussi dans l'impact, l'innovation et la capacité à attirer des capitaux internationaux. Bien sûr, on parle de multilatéralisme qui est littéralement aujourd'hui en crise, d'où la thématique principale de cette 17e édition des Meddays, la fragmentation, la polarisation du monde, ou comment réinventer l'équation mondiale. Mais il s'agit aussi de bilatéralisme, ce sera en deuxième partie de cette émission, et surtout les relations qu'entretient le Royaume du Maroc avec des pays de l'Afrique centrale. Nous en parlons donc en deuxième partie d'émission. Mais avant, en première partie, je vous le disais, on va parler aussi d'investissement, de climat de l'investissement au Maroc. On va avoir deux regards croisés, l'un sur la finance et l'impact, l'autre sur la coopération économique, et nous aiderons à comprendre comment ce nouveau Maroc peut devenir une référence du Sud global. J'ai avec moi deux invités de renom. D'abord, la présidente du conseil d'administration d'un fonds d'investissement Ring Capital et du fonds aussi Ring Africa. Elisabeth Moreno est aujourd'hui l'une des voix majeures de la finance à impact, mais pas que. Bonsoir Elisabeth Moreno, merci d'être avec nous sur le studio de Média TV ici au Meddays. Merci pour votre invitation, c'est un véritable plaisir d'être avec vous ce soir. Et une grande joie de vous accueillir. Aussi, nous allons nous parler de coopération économique, son expertise résonne tout particulièrement parce que il chapeaute, il est directeur adjoint de la direction des relations internationales de la coopération au sein de l'OCDE. Karim Daou, bonsoir et merci à vous aussi d'être avec nous, de partager cette discussion ce soir. Merci de cette invitation, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors d'abord, peut-être un peu de pédagogie. Que représente aujourd'hui le Maroc pour l'OCDE? Parlez-nous de cette relation entre le Maroc et l'OCDE que vous représentez. Il représente un pays très important pour l'OCDE. Vous savez que l'OCDE n'est pas une organisation universelle. Nous avons 38 membres, même si nous aspirons à grandir et à intégrer de plus en plus de pays du Sud. On est en train de vivre le round d'élargissement le plus important qui ait jamais été mené par l'OCDE, puisqu'nous comptons 8 pays qui ont engagé des discussions d'adhésion à l'OCDE, 3 pays de l'Union européenne qui n'étaient pas encore membres de l'OCDE, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, mais aussi des pays d'Amérique latine, des pays du G20, l'Argentine, le Brésil, le Pérou, et des pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Thaïlande. Et dans ce cadre-là de dialogue croissant entre l'OCDE et des pays à tous les stades de développement dans l'ensemble du monde, le Maroc joue un rôle clé. Je pense que ça fait pratiquement 3 décennies que le Maroc et l'OCDE collaborent, coopèrent. Le Maroc a d'abord joué un rôle important en tant que président de l'initiative MENA-OCDE, mais progressivement, la relation bilatérale s'est renforcée. Et dans la deuxième moitié des années 2010, nous avons conduit une première phase d'un programme pays qui a conduit à se pencher sur de nombreux domaines de politique publique au Maroc, des domaines centraux, les énergies vertes, la question de la gouvernance territoriale et des rapports entre régions rurales, régions urbaines, l'aménagement du territoire, l'économie évidemment, la gouvernance publique, le gouvernement transparent. Et donc une deuxième phase de ce programme pays a été conduite dans les dernières années, les 3-4 dernières années. Et enfin, nous venons de lancer, Mathias Cormann, le secrétaire général de l'OCDE, est venu au Maroc il y a quelques semaines à cette occasion, un plan d'action qui
porte sur des domaines très importants, la politique économique. Le Maroc va opérer un examen de politique économique dans le cadre de notre comité sur le développement économique. Et puis, le Maroc va appuyer aussi la coopération de l'OCDE avec l'Afrique de l'Ouest sur des sujets centraux pour l'économie du futur, comme les chaînes de valeur, y compris minérales et la connectivité maritime. Alors, le Maroc est d'ailleurs cité par l'OCDE comme je cite, un acteur pivot en Afrique. Quels sont, selon vous, les leviers prioritaires pour renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales que vous venez de citer? Alors, je vais commencer par dire que le Maroc se distingue de ses pairs nord-africains. Je crois que tous les pays nord-africains sont intéressés clairement par leur relation avec l'ensemble du continent. D'ailleurs, l'Afrique a décidé d'opérer son intégration régionale à l'échelle continentale, sans césure entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Mais le Maroc se distingue par une longue tradition d'engagement avec l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Il y a des raisons culturelles, confrériques, qui expliquent cela. Le commerce aussi. Le commerce. Vous représentez l'OCDE. Tout à fait. Et donc, le Maroc dispose d'un certain nombre d'atouts. On parlait du commerce, l'investissement dans les banques, le rôle de la RAM. Je pense qu'il faut citer aussi l'engagement du Maroc dans des industries du futur, le fait qu'il dispose d'importants dépôts de phosphate. Lui permet de jouer un rôle spécial dans le développement, par exemple, des batteries phosphate de fer qui sont en train de progressivement dominer le marché des batteries électriques. Et donc, son rôle de plateforme logistique. Nous sommes aujourd'hui à Tanger. Tanger joue un rôle éminent dans cette relation de pivot du Maroc que vous avez évoqué au début de votre intervention, entre l'Afrique, l'Europe, l'Hinterland africain, l'Atlantique, et donc le port Tanger-Med avec ses capacités logistiques et sa capacité à fournir du transport multimodal efficient, joue un rôle clé à la fois dans le fait de drainer un certain nombre de ressources et de biens du continent sur le marché international, mais aussi parce que de plus en plus, et c'est pour ça que je parlais des batteries, un certain nombre d'industries de transformation se concentrent autour du port Tanger-Med. Donc voilà, le Maroc a clairement beaucoup d'atouts à mobiliser dans sa relation avec l'Afrique. Et bientôt peut-être membre de l'OCDE. Écoutez, on va finir le round d'adhésion. Que gagnerait le Maroc à rejoindre l'OCDE déjà ? Bon, disons que pour aller vite, l'OCDE, c'est le club des bonnes pratiques. Donc, notre devise, c'est de meilleures politiques pour de meilleures vies. On y croit fermement. On pense qu'on a tout à gagner à apprendre d'un large échantillon d'expériences internationales pour voir qu'est-ce qui a marché, où et comment, si ce n'est le répliquer à l'identique, s'en inspirer au moins pour essayer de mettre en œuvre des politiques efficaces. Vous savez qu'on a des classements internationaux comme PISA, dont fait partie le Maroc, qui permet d'évaluer les compétences acquises au secondaire dans 80 pays, à 10 et 15 ans, en mathématiques, en sciences, dans la langue du pays. Le Maroc gagnerait beaucoup à développer d'abord sa relation avec l'OCDE. Il le fait en participant à de nombreux comités. Et si un jour le Maroc était intéressé par le membership et que les membres devaient s'accorder aussi pour ouvrir des négociations d'adhésion, ce serait sans doute intéressant pour les deux parties. Pour les deux parties. Que représente le Maroc, Elisabeth Moreno, pour votre fonds d'investissement Ring Africa? Je pensais, Khadija, que vous alliez me demander que représente le Maroc pour moi. D'abord, commençons par cela, justement. Non, j'ai envie de parler de Bien ça sûr. parce que M. Daoud parlait de la place vraiment pilier du Maroc sur le continent africain et en particulier en Afrique francophone. Moi, je suis née dans un pays très ami du Maroc, qui est le Cap-Vert. Oui. D'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères a pris la parole au MEDES hier ici pour rappeler combien cette amitié compte et combien elle est forte. Le président de la République était là l'année dernière, je crois. Donc déjà, sur le pays où je suis née, il y a des liens très forts. Et puis, j'ai grandi en France, un pays qui a aussi une très très grande fraternité avec le pays marocain. Je dirige une fondation qui s'appelle Femmes Numérique et je prends souvent le Maroc en exemple parce que vous avez l'un des taux de femmes ingénieures qui fait pâlir d'envie plusieurs pays européens. Et puis j'ai vécu 2 ans au Maroc quand je suis venue développer l'activité de Dell Computer. Donc j'ai
plein d'amis, plein d'histoires. Ma petite fille a grandi au Maroc et elle a appris à parler l'arabe au Maroc. Donc vraiment, j'ai plein de relations et d'amitié pour le Maroc. Ensuite, sur la question de l'investissement, moi je dois dire combien je suis extrêmement fière parce que Ring Capital est un fonds d'investissement qui existe depuis plus de 8 ans et Geoffroy Bragadier et Nicolas Sellier, qui en sont les fondateurs, se sont dit un jour qu'on pense souvent que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale. L'argent, c'est pas mal et c'est pas sale. Ce qui peut être mal et sale, c'est ce qu'on en fait. Et donc, ils ont décidé d'en faire quelque chose de positif et d'utiliser les 470 millions d'euros d'actifs que nous avons au sein de Ring Capital pour accompagner les femmes et les hommes qui entreprennent sur les enjeux les plus capitaux et les plus fondamentaux de notre siècle, du 21e siècle. Donc, la santé, l'éducation, l'alimentation durable, toutes les questions de transition climatique, de transition énergétique, les infrastructures, bref, l'inclusion financière, tous ces sujets qui touchent les hommes, qui touchent les femmes, qui touchent les jeunes, cette jeunesse vibrante que nous avons sur le continent, qui déborde d'idées, de volonté et d'ambition, mais qui manque parfois de capitaux pour réaliser ces idées. Ces femmes, parce qu'il faut rappeler que le continent africain est celui qui a le taux de femmes entrepreneurs le plus important de la planète. Et c'est pas de l'entrepreneuriat pour faire joli et pour dire « Oh, je suis patronne de mon entreprise ». Non, c'est un entrepreneuriat de survie. C'est un entrepreneuriat qui fait que le soir, vous nourrissez votre famille avec ce que vous avez vendu dans la journée. Et cet entrepreneuriat-là, moi, je l'aime. Parce que c'est un entrepreneuriat qui fait que quand vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous vous levez. Vous savez pourquoi vous allez travailler sous la pluie, sous le vent et sous la neige parfois. Bon, d'accord, il n'y a pas beaucoup de neige en Afrique. Mais quand même, vous savez pourquoi vous faites les choses. Oui, ça dépend. Un peu vers l'Afrique de l'Est, exactement, et centrale. Et donc, moi qui ai construit ma carrière autour de l'entrepreneuriat, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans, je sais combien c'est difficile quand personne ne croit en vous, quand personne ne croit dans vos idées. Et vous voyez, ce que je vivais à l'âge de 20 ans, c'est ce que vit le continent africain aujourd'hui. Nous sommes le continent où il y a la plus forte population active de la planète. D'ici 2050, nous serons à 1,4 milliard. Il y a tout à construire sur ce continent. Il y a tout à inventer. L'impact du réchauffement climatique, alors même que nous contribuons le moins, est celui qui cause le plus d'effets dramatiques sur le continent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quel investisseur sur la planète, le continent africain est une pure pépite. Mais vous savez quoi, Khadija? Il n'y a que 2% exact. des capitaux privés qui viennent sur le continent. J'allais vous interpeller là-dessus, justement. Il y a un contraste. Dites-moi quel est le continent sur cette planète qui s'est développé sans capitaux. On nous reproche de ne pas nous développer suffisamment vite. Mais comment vous vous développez avec 2%? Imaginez que vous faites partie d'une famille riche et que votre père, pour vous punir, vous dit « Je vais donner 98% à tes frères et toi, je te donne 2% parce que tu es une femme ». C'est où la logique? Et donc, la mission que je me suis donnée, et j'ai beaucoup de chance de travailler avec Geoffroy et Nicolas, c'est d'expliquer aux investisseurs que le continent africain a des potentialités extraordinaires, qu'il y a des jeunes extrêmement formés, qu'il y a la diaspora qui s'est extrêmement bien formée à l'extérieur, qui est extrêmement bien connecté, qui revient sur le continent pour innover, pour créer, pour inventer ce dont le continent a besoin pour se développer. Et quand je vous dis 2%, et j'en termine par ça, 2%, vous savez que plus de 90% de ces 2% vont dans 4 pays anglophones, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Égypte. Ça veut dire qu'il reste que à peine 15% pour 50 pays. Et l'Afrique francophone en particulier est complètement nue. Et c'est pour ça que je suis extrêmement fière que le fonds Mohamed VI ait choisi Ring Capital comme l'un des rares fonds pour l'accompagner sur ces enjeux à impact. De combien parlons-nous on parle jamais de chiffres comme ça. Mais bon. Alors, comment est-ce que vous pensez que le niveau d'intérêt des investisseurs est... Oui, dites. Mon rêve, c'est qu'on puisse arriver entre 15 et 20 millions d'investissements au Maroc dans les 5 années qui viennent.
On Les va secteurs aller prioritaires. chercher les secteurs prioritaires, c'est la santé, l'éducation, la transition énergétique, la transition écologique et l'inclusion financière. Nous voulons pouvoir accompagner les Marocains qui sont au Maroc, mais aussi les Marocains qui sont dans la diaspora, qui ont des idées brillantes et qui veulent favoriser, accompagner le développement du Maroc, mais aussi le développement de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on sait que le Maroc est une porte d'entrée extraordinaire qui a, comme le disait Monsieur Daoud tout à l'heure, des bonnes pratiques très intéressantes à partager avec le reste de l'Afrique. Alors, l'OCDE parle souvent de Global Value Chain Resilience, ou cette résilience de la chaîne de valeur mondiale. Comment des pays comme le Maroc peuvent justement se positionner comme alternative crédible dans un monde où les grandes économies cherchent à réduire leur dépendance Et ça entre aussi dans le cadre de cette intégration régionale avec des économies très complémentaires. Mais je voudrais insister sur le rôle du Maroc puisque nous sommes... Alors ça, c'est un point extrêmement important. On parle souvent de weaponizing interdependencies, c'est-à-dire transformer les interdépendances économiques en une arme pour faire valoir des avantages géopolitiques. En fait, on ne met jamais suffisamment l'accent sur l'importance de stratégies coopératives. Donc, la résilience des chaînes de valeur, c'est très important. On s'est rendu compte au moment du Covid, quand il y a eu des goulots d'étranglement, puisque les frontières étaient fermées et donc des industries clés ont fait face à des goulots d'étranglement et n'ont pas pu accéder à des intrants très importants, que assurer la résilience des chaînes de valeur, c'était très important. A contrario, je voudrais souligner que les vaccins qui ont permis de sortir de la pandémie ont mobilisé des dizaines d'intrants de dizaines de pays partout dans le monde. Donc, on voit bien à quel point, en fait, l'interdépendance économique est un atout et pas simplement un inconvénient, un risque qu'il faut minimiser. Après, c'est vrai qu'il faut aussi s'assurer que les chaînes de valeur donc, soient résilientes pour minimiser les risques d'un certain nombre d'industries. Si on prend par exemple le cas des minéraux critiques qui jouent un rôle clé dans beaucoup d'industries du futur, celles qui tournent autour de l'électrification verte, du digital, et on s'en rend compte de plus en plus de la défense. Ces minéraux sont sujets à de plus en plus de restrictions commerciales, de restrictions à l'exportation. On a un inventaire sur les restrictions à l'exportation qui montre que dans les 10-15 dernières années, elles ont été multipliées par 5. C'est le secteur où elles se sont développées le plus rapidement. Donc ça induit des risques parce que le fait de ne pas pouvoir avoir accès à ces minéraux fait que des segments en aval de la chaîne de valeur, les batteries électriques, les véhicules électriques risquent d'être... Ce sont certains pays qui se permettent quand même d'imposer ces nouvelles restrictions. La toute récente, c'est celle de la Chine. Oui, en fait... Après, et cela, ça rentre dans une guerre géopolitique avec les États-Unis, mais avec un impact global puisque absolument. Les terres rares qui servent à faire des aimants permanents et donc les aimants permanents sont utilisés aussi bien par l'industrie automobile que par celle de la défense, que par les industries du renouvelable, l'éolien, le solaire et j'en passe. Le numérique, voilà. Mais en fait, c'était le dernier épisode d'une dynamique qui est longue, qui a une bonne dizaine d'années. Donc, on s'est rendu compte de l'importance de ces minéraux et du risque que les contrôles à l'exportation, les restrictions commerciales faisaient peser à l'occasion des licences à l'exportation sur les terres rares et les aimants permanents que la Chine avait temporairement imposé avant la réunion de l'APEC en Corée. Mais il y a beaucoup d'autres restrictions partout. Je ne vais pas citer les exemples, mais le nickel... Mais est-ce que des pays africains peuvent se permettre d'imposer aussi ces restrictions? Ils le font. Alors... la République démocratique du Congo sur le cobalt, la Namibie sur les exportations de minerais bruts. La question, c'est de savoir si de telles restrictions permettent vraiment de mobiliser plus de valeur ajoutée locale. Exact. Or, ce n'est pas toujours le cas. Exemple de l'Indonésie, restriction donc sur l'exportation du nickel brut. C'est vrai que l'Indonésie est arrivée à attirer, mais à cause de conditions qui sont spécifiques, des infrastructures énergétiques assez fortes, qui sont basées sur le charbon
un prix de l'électricité très bas. Et grâce à ça, ils sont arrivés à attirer de l'investissement dans le raffinage, en fait, des métaux, dans les fonderies. Mais aujourd'hui, on a trop d'investissements dans les fonderies. Et on a beaucoup en Indonésie de fonderies qui n'arrivent pas à accéder au minéral. Donc, si on veut éviter aussi ces distorsions, il vaut mieux essayer de passer par des approches coopératives qui tiennent compte de la nécessité, de l'intérêt des pays producteurs à développer plus de valeur ajoutée locale et qui doivent donc bénéficier de l'appui des pays importateurs pour que ce contenu local soit renforcé, tout en maintenant des régimes de commerce et d'investissement ouverts. Je pense que ça, ce sont des approches qui peuvent bénéficier à la fois aux pays producteurs et aux pays importateurs. Il faut aujourd'hui se rendre compte d'ailleurs que si on ne prend pas en compte l'intérêt en développement des pays producteurs, eh bien on aura plus de restrictions, plus de nationalisme des ressources, parce que les pays voudront, par des manières non coopératives, générer une plus grande partie de la valeur ajoutée locale dans leur propre juridiction. Elisabeth Moreno, un commentaire, bien sûr. Oui, je voudrais vraiment commenter ceci parce que Churchill disait qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Je crois que notre génération n'a jamais connu une période de crise aussi colossale que celle que nous vivons. Crise sanitaire, crise économique, crise géopolitique, crise sociale, les inégalités qui explosent. Crise politique en France. Crise politique en France, mais pas qu'en France. Oui, non, mais partout. Non, mais en Afrique aussi, il y a beaucoup. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Guinée-Bissau. Absolument, oui, absolument. Oui. Et je pense que le monde est en train de changer. Et je pense que ce changement peut être en faveur du continent africain. Il est temps, mon Dieu qu'il est temps, que nous changions de paradigme et que l'Afrique prenne sa place sur l'échiquier mondial. Il y a deux transitions extrêmement importantes qui sont en cours, la transition énergétique et la transition numérique. Vous savez quoi ? Nous possédons 40% des matériaux dont nous avons fatalement besoin et pour la crise énergétique et pour la crise et pour la transition numérique. Et il y a un troisième élément, c'est que le continent africain, vous parliez de résilience, le continent africain a tellement souffert dans sa chair. Moi, je suis née dans un pays qui a connu la crise climatique en 1947. La moitié de la population capverdienne a été décimée à cause de la crise climatique. On n'a pas attendu que ce soit un effet de mode pour savoir la gravité que ça pouvait avoir. Et vous vous souvenez que pendant la Covid, le nombre de journalistes occidentaux qui ont rayé l'Afrique de la carte et qui ont dit « l'Afrique ne surmontera pas cette crise sanitaire ». Et quels sont les pays qui ont le plus souffert de personnes qui sont mortes de la crise sanitaire ? C'est pas le continent africain. Et je pense que nous sommes, dans une époque où l'Afrique n'est plus en attente des solutions qui viennent du nord vers le sud. Je vous prends l'exemple des laboratoires La Profond, dont je suis au conseil d'administration, qui aujourd'hui sont en train de faire une acquisition majeure de parts dans une entreprise, dans un laboratoire pharma qui se trouve en Europe. Il y a 20 ans, ce n'eût été envisageable. Quand le Sénégal crée un vaccin pour lutter contre la Covid, qui eût cru que Pasteur arriverait à faire une chose pareille ? Qui l'eût cru sur le continent africain, un continent qui est encore largement méprisé et dont certains présidents disent que ce sont des shitty countries. Sauf que quand ils ont besoin de nos terres rares, là, tout d'un coup, on n'est plus shitty countries. Donc, on veut la paix. Vraiment, n'est-ce pas ? On veut la paix. Et on veut protéger les catholiques, les chrétiens. Mais pour qui on nous prend ? Est-ce qu'on a l'air aussi idiot que ça ? Est-ce qu'on ne comprend pas ces dynamiques géopolitiques qui sont en train de se passer ? Alors, quel est le message qu'on doit renvoyer ? Il nous reste 2 minutes pour cette partie. Le message que l'Afrique doit renvoyer, que la jeunesse... Nous sommes 54 pays et qu'il n'y a
aucun moyen de nous en sortir si nous ne nous rassemblons pas, si nous ne mettons pas ensemble nos compétences, nos expertises, nos savoir-faire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous serons imbattables si, nous avons la meilleure démographie alors que les autres pays occidentaux sont en vieillissement, si nous avons une jeunesse qui est extrêmement dynamique, extrêmement formée, extrêmement capable, qu'on leur donne des emplois, qu'on crée de la valeur et que notre souveraineté ne nous emmène pas à nous replier sur nous-mêmes, mais à nous ouvrir au monde et à montrer ce que l'Afrique vaut et que non seulement nous sommes le berceau de l'humanité, mais que nous pouvons être l'avenir de l'humanité. Magnifique. Bon. Alors, pour clôturer. Dans la même veine que Madame Moreno, sur ce qui concerne les atouts que l'Afrique peut faire valoir pour compter dans l'économie du XXIe siècle, je crois que c'est vrai que l'Afrique n'a pas attendu les autres pour opérer un certain nombre de transformations. La zone de libre-échange continentale africaine représente un atout majeur. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Moreno, de l'atout démographique de l'Afrique. Aujourd'hui, 1,5 milliard d'individus, de près de 2,5 milliards à échéance de 2050. Un Africain sur 4 un homme sur 4 sera africain, une femme sur 4 africaine. Et donc, l'Afrique a un dividende démographique qui sera important pour l'ensemble du monde. Donc, ces efforts d'intégration de son marché que fait l'Afrique représentera un atout fondamental pour le futur. Et pour finir, une success story, pour se développer, pour s'industrialiser, il faut des infrastructures. Il faut notamment des infrastructures énergétiques. Le manque d'infrastructures a été une hypothèque considérable dans le retard de développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique a un atout extraordinaire avec le solaire. Les coûts, la compétitivité du solaire s'est énormément améliorée. On est passé en un peu plus d'une dizaine d'années de 3 euros le prix du kilowatt-heure à aujourd'hui à peu près 4 cents sur le marché mondial. L'Afrique est le continent qui a l'exposition la plus importante au solaire. C'est déjà en train de percoler, de devenir une success story, cet avantage de localisation, puisque par exemple un pays comme la Zambie, qui a fait défaut pourtant pour sa dette, a aujourd'hui des marchés du capital investissement qui sont en train de flamber, notamment grâce à l'électrification verte qui est permise par le déploiement de panneaux solaires couplés avec des batteries qui sont connectées au réseau. Et la compagnie d'électricité zambienne a réussi 3 tours de financement fructueux. Donc voilà, avec l'électrification, avec le développement des infrastructures, l'Afrique se développera rapidement et dans un monde où le dividende démographique comptera de plus en plus, elle a des atouts éminents à faire valoir. Khadija, pardonnez-moi, mais comme on est sur Media One, il faut vraiment que je le dise. Tant que l'Afrique ne maîtrisera pas son narratif, tant que nous n'aurons pas un média qui racontera l'histoire de l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui et pas comme elle était il y a 60 ans, tant qu'on ne mettra pas en lumière des startups comme Sand2Green qui sont en train de revitaliser nos sols africains. Marocaine, Sand2Green. Startup marocaine. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour changer la mentalité de notre jeunesse et qu'elle se dise qu'elle a un avenir digne sur ce continent, oui, c'est une vitalité démographique à partir du moment où on leur donne suffisamment de confiance, d'espoir et de moyens de prendre leur destin en main. Et je finis par ça. On parle toujours de l'aide publique au développement qui est aux alentours de 70 milliards. Jamais, on ne parle des 100 milliards que la diaspora africaine envoie sur le continent. Il faut que nous racontions notre propre histoire. Exact. Merci beaucoup, Elisabeth Moreno. Merci à vous aussi, Karim Daou. Vraiment, c'était... malheureusement, le temps ne nous a pas suffi pour deep diver davantage dans ces sujets d'actualité, dans ces sujets capitaux pour notre continent, pour notre pays. Encore une fois, merci beaucoup, Elisabeth. Merci pour votre invitation. Aussi, merci. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Questions d'actu spéciale Médée. Je vous retrouve dans quelques instants avec 2 autres invités de renom. Merci de rester avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme je vous l'annonçais en introduction de cet épisode spécial Meddays, il s'agit en cette deuxième partie d'un zoom sur une région vitale pour notre continent. Il s'agit de l'Afrique centrale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio spécialement aménagé dans cette
belle édition des May Days. L'ancien Premier ministre de la République de Centrafrique, Martin Ziguélé. Bonsoir, merci Excellence de répondre à nos questions. Bonsoir Madame. Vous êtes également, et il s'agit aussi de parler économie, c'est d'actualité, vous êtes également membre de la commission économie, finances et plans. Bienvenue encore une fois parmi nous. Il s'agit d'économie, de finances et d'investissement. Nous avons avec nous un promoteur justement de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Il est CEO, donc président directeur général de BM Partners, directeur de la Chambre de commerce Maroc RDC. Jean-Marie Mbuy, bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous. Bonsoir Madame Khadija. Alors, d'abord, je disais avec beaucoup d'entrain que vous dirigez la Chambre de commerce Maroc RDC. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert cette entité? Alors, une petite précision, en tout seigneur, tout honneur. Je suis administrateur de la Chambre de commerce Maroc RDC. Une Chambre de commerce qui a été créée depuis quelques années avec l'appui et le soutien de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo. Et cette chambre de commerce a pour vocation de promouvoir dans les deux sens, à la fois ce qui est fait de meilleur dans le Royaume du Maroc et également ce que la RDC peut apporter également en termes d'échanges au Royaume du Maroc. Cette chambre de commerce est voulue pour consolider la relation, l'amitié, mais également promouvoir les affaires, donc la dimension économique entre les deux États, la dimension culturelle également entre les deux États. C'est autour de ces enjeux que cette chambre de commerce a vu le jour et c'est autour de ces enjeux que cette chambre de commerce est en train d'évoluer. Et cette chambre de commerce est en train d'ailleurs d'être reformée par rapport aux objectifs de 2026. Une réorganisation qui s'axe par rapport à la prochaine commission mixte, la grande commission mixte qui va avoir lieu entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, avec un enjeu majeur qui va pouvoir renforcer la coopération entre les deux États, notamment à travers les sujets et les différents protocoles d'accord qui doivent être signés, qui font un focus sur 4 protocoles d'accord majeurs: la protection des investissements, la non-double imposition, le transport, et donc des secteurs clés qui vont permettre de renforcer la dynamique des échanges commerciaux. Mais indépendamment de tout cela, la Chambre de commerce a eu organisé parallèlement avec les frères marocains 2 missions qui se sont déroulées respectivement, des missions économiques entre des délégations du Royaume du Maroc et la RDC, 2 missions qui se sont concrétisées et qui se sont, comment je peux dire, qui ont permis un renforcement et un rapprochement entre les 2 pays. Alors, Excellence, Monsieur Martin Ziguélé, un mot sur les relations très bonnes qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Centrafrique, notamment sur le volet économique, et quelle perspective de développement y voyez-vous? Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que les relations entre mon pays, la République centrafricaine et le Maroc, datent de l'indépendance. Nous avons toujours eu d'excellentes relations. Pendant plusieurs dizaines d'années, des cadres centrafricains ont été formés au Maroc. Moi-même qui vous parle, j'ai fait mon stage de fin d'études supérieures d'assurance à Casablanca, à la CENIA, la Compagnie nord-africaine et internationale de l'assurance, il y a de cela 40 ans. Mais je veux dire que je suis un exemple vivant du fruit de la coopération entre nos 2 pays. Cette coopération, bien sûr, va en se renforçant. Et nous, en tant qu'ancien président de la commission finances, mais aussi en tant qu'ancien directeur national de la Banque centrale, nous avons vu que nos échanges s'accroissent fortement d'année en année. Je suis avec attention ce que mon frère et ami Jean-Marie Mbuy a dit par rapport à la création d'une chambre de commerce, et je suis tenté de travailler avec les responsables économiques et commerciaux de nos pays, de nos 2 pays, pour faire en sorte que cet instrument-là existe. Parce que la volonté existe, les opérations se passent, il faut cadrer cela, il faut renforcer cela, donc il faut un cadre approprié. Bon, vous savez également que la République centrafricaine est un pays
qui est plus grand que la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse réunis, mais avec 6,5 millions d'habitants seulement, recouvert de forêts, 10 mois de pluie par an, beaucoup de ressources, pas autant que le Congo démocratique, mais quand même, le diamant, de l'or, de l'uranium, du cuivre, du fer, etc., etc. Un pays à construire, en matière de gap, en matière d'infrastructures, des expériences à acquérir. Et je pense que ce qui est à venir sera plus grand que ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui et qui n'est pas rien. Comment est aujourd'hui la situation en République centrafricaine ? La situation, c'est celle d'un pays qui a connu malheureusement beaucoup de conflits, mais je veux dire que la paix est revenue, la sécurité aussi est revenue dans le pays. On circule, ça il faut le reconnaître, on circule dans tout le pays, de jour comme de nuit. Ça, c'est quand même un pas important, peut-être au prix de beaucoup de sacrifices, mais ça, c'est un autre débat. Mais sur le plan économique, le chantier est vaste. Le chantier est vaste parce que l'Afrique centrale, en général, c'est une zone de l'Afrique qui a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. C'est là où se trouve le deuxième bassin poumon économique du monde, après la forêt de l'Amazonie. Beaucoup de cours d'eau, beaucoup de potentiel en matière d'énergie verte, beaucoup de potentiel minier, etc. Mais je veux dire, c'est une terre, c'est une terre à mettre en valeur. Je ne fais pas de la provocation, mais je dirais que l'Afrique centrale est restée un peu dans l'état où Dieu l'a créée. Et donc, il faut le transformer, il faut la transformer, il faut créer des infrastructures, il faut faire des liens, il faut créer la mobilité, la connectivité entre les pays, et pas seulement entre les pays, mais entre cette sous-région et l'ensemble de l'Afrique. Et c'est là où l'apport du Maroc en tant que pays émergé, comme dirait quelqu'un, l'apport du Maroc est fondamental et catalytique, comme on dit, pour c'est de la pédagogie par l'exemple, et ça permet aussi, puisque c'est ça le but de l'économie, d'améliorer le niveau de vie des populations de l'ensemble de nos pays, et surtout de trouver de l'emploi aux jeunes, parce que c'est le défi de l'Afrique. Grande démographie, forte démographie, forte urbanisation. Cela veut dire qu'il faut des revenus monétaires, et les revenus monétaires, c'est par la modernisation de l'économie. Et nous avons le potentiel. Maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour travailler concrètement sur ces chantiers-là, y compris en Afrique centrale. Il y a un chantier, et justement, qui devait réunir les 54 pays du continent africain. Il s'agit de cette ZLECAf, de cette zone de libre-échange africaine. Et fait marquant, l'évolution de la ZLECAf au niveau de l'Afrique centrale reste très lente. Quels sont les leviers peut-être à prioriser pour lui donner pour accélérer tout simplement ce processus qui devrait encourager davantage de commerce, créer davantage de richesses et créer davantage d'emplois? Je vais peut-être poser la question d'abord à Jean-Marie Buy. Je pense qu'il existe plusieurs barrières à l'heure actuelle qui sont autant de défis et d'opportunités. M. Martin a parlé tout à l'heure d'un des grands défis que nous avons, c'est le défi en termes d'infrastructure, pour pouvoir interconnecter déjà nos régions, nos provinces, et ensuite interconnecter nos pays aux pays voisins. La RDC a une particularité, nous partageons notre frontière ou nos frontières avec 9 pays, et donc nous avons des défis en termes d'interconnexion. Aujourd'hui, il y a des projets structurants qui sont en train de voir le jour, des corridors qui sont en train de voir le jour. Je pense que ce sont des bonnes dynamiques. Ces corridors vont permettre de désenclaver des provinces, de connecter la RDC. Je prends ici le cas de deux corridors parlants. Le corridor central qui va réunir la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Et donc, un accès direct pour ces populations jusqu'au port de Dar es Salaam. Le corridor ouest qui va réunir la Zambie, la RDC et l'Angola avec un accès direct sur l'océan Atlantique. Et donc, vous voyez déjà qu'à travers ces deux axes, ces deux corridors, il y a une ouverture, il y a une interconnexion qui va se faire, qui va faciliter à la fois le mouvement des personnes comme le mouvement des biens. Et je pense que sur ces défis-là, la coopération, le Royaume du Maroc qui aujourd'hui est en capacité de capter des investissements et des fonds
sur les marchés de par notamment sa notation qui est positive, peut également jouer ce rôle d'acteur au niveau africain pour promouvoir, pour renforcer, pour attirer des investissements, y compris sur ces projets qui vont bénéficier à l'ensemble du continent. Le Maroc appartient à l'Afrique, comme tous les autres pays, RDC. Et ce matin, nous avons évoqué brièvement l'Afrique atlantique, qui est une initiative du Royaume du Maroc. Et donc, vous voyez très bien que cette initiative qui est portée au nord vient rencontrer une initiative qui est également portée au centre à travers ce corridor. Peuvent-elles s'imbriquer justement ces deux initiatives? Donc, ces deux initiatives, en réalité, vont déboucher sur l'océan Atlantique. Et donc, finalement, ces deux initiatives vont faire de l'océan Atlantique un espace, un corridor de dynamique positive sur le plan des échanges commerciaux, en termes de transfert de technologie, transfert de matières premières, et également permettre aussi que ces deux corridors ne deviennent pas seulement, cet espace ne devienne pas seulement un long océan qui va accélérer l'extraction de nos minerais vers d'autres cieux, mais plutôt un espace qui va permettre qu'il y ait, à travers ces corridors, la création de co-entreprises qui vont permettre, de part et d'autre, de commencer un processus de transformation locale qui va impacter sur les populations locales et qui va créer cette dynamique que la ZLECAf prône. Oui, un mot peut-être sur la ZLECAf, excellent monsieur Martin Ziguelet, avant d'enchaîner, et surtout sur aussi un autre aspect, c'est cette influence croissante de grandes puissances sur le continent. On parle de co-industrialisation, comment les États de la région, notamment d'Afrique centrale, peuvent préserver leur souveraineté stratégique dans ce contexte de véritable tension géopolitique entre les géants de ce monde sur le sol africain. Je parle d'abord des ZLECAf. Oui. Je dis un mot des ZLECAf. Oui, je pense que les ZLECAf a le mérite d'exister. Parce que souvent, nous faisons de l'afro-bashing. Oui. Quand nous créons quelque chose, nous sommes les premiers à ne pas y croire, ou à le critiquer, ou à le présenter négativement. Oui. Il n'y avait pas de cadre panafricain de promotion des investissements, du commerce, de l'intégration économique. Maintenant, nous en avons un. L'ensemble des pays africains l'a ratifié, sauf un seul, l'Érythrée. Donc, c'est déjà un pas très positif. Maintenant, c'est à nous de mettre le contenu. C'est à vous et à moi de mettre le contenu dans le ZLECAf. C'est des entrepreneurs du Maroc, du Niger, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, de la RD Congo, de Centrafrique, de mettre le contenu, de se connaître, d'échanger, de créer, de co-créer et de co-développer. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont remplacer les opérateurs économiques ou bien les agents économiques. Chacun fait sa part. La vision a été portée par nos chefs d'État. L'instrument a été créé. C'est maintenant aux opérateurs économiques africains de donner le contenu. Ça, c'est maintenant par rapport à la question de la transformation de l'économie, de l'industrialisation par rapport à la compétition internationale. Moi, je pense que là également, nous devons quitter le mur des lamentations. Il faut agir. La RD Congo produit l'ensemble des minéraux qui font la force de ces grands géants technologiques de par le monde. Peut-être que nous devons quitter, comme je le dis, le mur de lamentation et regarder. Nous ne pouvons pas arriver peut-être au stade 5, 6, 7 de la transformation de ces produits, mais si nous pouvons déjà transformer au stade 1, 2, 3, ça donnera de l'emploi pour nos jeunes, ça créera de la plus-value, ça donnera du nerf, c'est-à-dire de l'argent à nos économies, et nous avons grandement besoin de ça pour construire des écoles, des centres de santé, des routes, des chemins de fer, des aéroports, des ports, etc., etc. Et je voudrais ajouter, parce que chacun doit faire sa part, j'appelle à la responsabilité des Africains lorsqu'ils ont un instrument en main. Il faut l'utiliser. Il faut épuiser l'utilisation de l'instrument et l'améliorer là où c'est. Mais il ne faut pas rejeter le bébé en bloc avec l'eau du bain. Maintenant, je voudrais simplement rappeler que lorsqu'un chemin va à droite, il peut aussi aller à gauche. Nous avons vu que sur le plan historique, aujourd'hui, l'histoire économique récente, la plupart des importations des biens de consommation des pays africains viennent d'où ? De l'Asie du Sud-Est, de la Chine, etc., pour ne pas le citer. Et
le corridor Lobito raccourcirait le chemin en évitant le détroit, le canal de Suez, etc., en évitant également le Cap traverserait l'Atlantique. Oui. Mais nous pouvons voir les choses inversement. Pourquoi les premiers produits transformés, et non à l'état brut africain, ne reprendraient pas le même chemin et du port de l'Atlantique Nord vers Dakhla, les provinces du sud du Maroc, Tanger, etc., repartir par Lobito vers ces marchés-là également. Nous devons nous fixer des objectifs ambitieux, nous dire, nous aussi, nous allons exporter des produits semi-finis ou finis vers ce marché-là, vers la Chine, vers le Japon, vers la Thaïlande, la Malaisie, l'Australie, etc. Donc, c'est un chemin qui vous permet d'aller, mais aussi de revenir. Donc, au lieu que les produits viennent chez nous, mais amenons aussi nos produits chez eux. Donc, c'est l'ambition qui nous sauvera. C'est l'action aussi. Et l'action qui nous sauvera. Oui. C'est pour ça que nous avons la chance d'avoir des chefs visionnaires, comme Sa Majesté le Mohammed VI, qui a cette vision et qui montre le chemin. Maintenant, il faut que les hommes et les femmes, grâce à Dieu, suivent ce chemin-là. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité lorsque, je ne veux pas aller plus loin, mais lorsque vous étudiez l'histoire économique du monde, les pays du bloc européen aujourd'hui, la Chine qui était condamnée, pays de la peste, pays des typhons, pays des catastrophes, aujourd'hui, la Chine a tiré plus d'1 milliard de personnes de la pauvreté. Alors, si ce n'est pas ça, le travail qu'il faut faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous avons 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'il y a une unité sur ces 1,5 milliards ? C'est-à-dire, est-ce que... Mais l'unité se manifeste par la volonté politique. C'est cela. Et la volonté politique a créé le ZLECAf. C'est pour ça que je reviens toujours à la responsabilité de chaque Africain et de chaque Africaine dans le contenu qu'il faut mettre. Parce que ce n'est pas le politique qui crée l'entreprise. Ou enfin, ce n'est plus le politique qui crée l'entreprise. Il crée le cadre pour permettre aux hommes et aux femmes qui savent ce qu'ils veulent, qui ont de la vision, qui ont de l'expérience, qui ont la connaissance, la culture et les moyens, les capitaux, de créer l'entreprise. Donc, ce cadre existe. Désormais, il faut qu'on remplisse le cadre. Il faut qu'on améliore l'outil au fur et à mesure que cela sera nécessaire, mais il faut qu'on soit ambitieux et téméraire. Il faut qu'on attaque également d'autres marchés. Il y a 40 ans, quand je venais ici pour faire mon stage à Casa, qui pouvait imaginer qu'on pouvait fabriquer des moteurs d'avion au Maroc? Qui pouvait imaginer qu'il y allait avoir une industrie aéronautique au Maroc? Qui pouvait imaginer Tanger Med? Qui pouvait même imaginer le TGV entre Casa et Tanger? Et qui pouvait imaginer une autoroute de l'aéroport de Casa jusqu'à Tanger? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est impossible. Il faut travailler, et il faut travailler intelligemment en se fondant sur une vision parce qu'il faut savoir là où on veut aller. Je pense que c'est très clair. C'est ma contribution. C'est très clair. Justement, ça abonde un peu dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a des chefs d'État, vous avez évoqué cette vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il y a d'autres chefs d'État, pour ne citer que M. Tshisekedi de République démocratique du Congo, qui poussent vers la transformation des minerais, n'est-ce pas, Jean-Marie Bouy? Alors, vous, en tant qu'administrateur de la Chambre de commerce Maroc-RDC, comment ces entreprises marocaines, par exemple, peuvent aussi participer à la diversification de l'économie congolaise, notamment sur ce volet de minerais? Et vous avez parlé tout à l'heure de co-entrepreneuriat, c'est pour cela que je vous interpelle là-dessus. Quelles sont peut-être les niches à développer sur ce co-entrepreneuriat entre un secteur industriel de pointe qui est déjà développé au Maroc et aussi avec de la transformation au niveau de la RDC et construire notre propre chaîne de valeur africaine, si je peux me permettre cette expression? Alors, ce matin, j'ai assisté à une présentation d'une entreprise marocaine, on l'a dit d'ailleurs, qui a remporté un marché concurrentiel face à Google. Oui. Je me permets de la citer si vous m'autorisez, Abba Technologies. Et j'ai eu droit à une présentation. Abba Technologies, aujourd'hui, se trouve déjà en RDC, à travers des projets, notamment dans les mines. Des projets qui permettent de faire de l'identification, qui permettent aux entreprises, à quelques entreprises minières aujourd'hui, de connaître la chaîne, comment fonctionne la chaîne depuis l'extraction jusqu'à l'exportation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a les capacités de s'auto-aider. On a une industrie technologique qui doit venir en appui à tous ces projets de co-entreprises pour justement accélérer cette mise en place de ces co-entreprises
Parce que dans le domaine extractif, nous avons déjà des entreprises qui sont présentes. Aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est d'avoir des partenariats sur les entreprises qui vont venir dans toute cette chaîne de valeur, à la fois sur les aspects logistiques, où le Maroc a fait ses preuves. On a parlé ici du port de Tanger-Med. C'est vrai que nous avons parlé du corridor Lobito, mais il ne faut pas oublier que la RDC a un seul point d'accès à l'océan Atlantique. Et sur ce seul point d'accès, la RDC aujourd'hui est engagée dans un projet qui est en phase de construction, qu'on appelle le port de Bananade, qui est le port en eau profonde. Et donc, nous avons également notre propre accès à l'océan Atlantique. Et aujourd'hui, sur cet axe-là, qui traverse d'ailleurs une province qui est également riche sur le plan à la fois du sous-sol et du sol, parce que le président, vous l'avez cité, le président Félix Tshisekedi a parlé d'une chose, la revanche du sol sur le sous-sol. Quand on parle de la RDC, on ne parle que... Terre arable. Voilà. Quand on parle de la RDC, généralement, on ne parle que des minerais. Mais la RDC n'a pas que des minerais. La RDC a des terres arables. Et le Maroc est un exemple dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, vous exportez et vous alimentez le marché européen sur les fruits, sur beaucoup de produits agricoles. Et donc là également, il y a la possibilité et la nécessité de faire un partage de connaissances et de renforcement sur la maîtrise. Vous avez toutes ces avancées avec toutes les problématiques auxquelles vous avez pu faire face, notamment le dessalinement des eaux. La RDC n'a pas cette problématique, mais aujourd'hui, la RDC a besoin justement de ce type de partenariat, y compris dans le secteur agricole. Et le climat des affaires s'y prête? Le climat des affaires, vous savez, il s'y prête et on y travaille. J'ai parlé ici de la signature prochaine des protocoles d'accord. Et justement, c'est dans le cadre de cette facilitation et de cette accélération et de cette amélioration du climat des affaires. Après, il y a une particularité. L'Afrique est riche de sa démographie. Et aujourd'hui, nous avons un flux migratoire qui est propre au continent. On a évoqué lors d'un panel hier, on a connu des flux migratoires qui allaient que dans une direction où les Africains quittaient le continent pour aller vers d'autres continents. Aujourd'hui, on a un flux migratoire interne où les Africains quittent leur pays pour aller vers d'autres pays africains. Ça veut dire qu'on a une jeunesse qui commence à croire en son continent. Et cette conviction, elle est portée aussi par d'autres aspects. On voit aujourd'hui que la culture africaine est de plus en plus exportée. Et donc, ça veut dire qu'on est fiers de ce que nous sommes. Et cette richesse-là, nous allons continuer, nous, à travers la Chambre de commerce, à agir également sur ce volet-là. Et aujourd'hui, l'Africain doit s'approprier son propre soft power. Il a parlé ici de African bashing. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. C'est également là que nous devons agir dans le changement de paradigme et le changement de narratif. C'est notre rôle aussi en tant que médias. Tout à fait, restons quand même très regardés dans plusieurs parties de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si on regarde Média TV en Centrafrique. En Centrafrique, je vous regarde pratiquement tous les jours. Cela nous réjouit et nous pousse à travailler davantage. C'est pour ça que je parle toujours du Maroc, parce que je connais bien le Maroc, physiquement et via les médias. Via Média TV. Le paysage audiovisuel congolais est ouvert aussi. Ce n'est pas tombé dans l'oreille, j'ai envie de dire, d'une sourde. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marie Buy, Excellence Monsieur Martin Ziguélé. C'était vraiment un plaisir très enrichissant de parler avec vous. J'aimerais bien qu'on, peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, à l'occasion des Meddays ou autre occasion, faire un bilan d'étape sur l'évolution, que ce soit de la ZLECAf ou des relations bilatérales entre le Maroc et la République centrafricaine, le Maroc et la RDC, qui restent quand même d'excellentes relations bilatérales. Merci encore une fois, messieurs. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, c'était cet épisode spécial Meddays de questions d'actu. Je vous remercie pour votre attention. Très bonne soirée à tous.